Bonjour et bienvenue au livre audio de La Fée du Bureau de José Ouimet, lu par moi, Hugo Bertium, et David Delisle qui va lire le chapitre 2. On est très déçus qu'on ne peut pas lire le livre en même temps. On va trouver des solutions et peut-être qu'on va être capable de le faire pour les prochains chapitres. Personnage historique réel, Jean Ratier. Jean Ratier est né à Saint-Jean-d'Angely, en Saintonge, en France, et immigre en Nouvelle-France avec ses contingents des Fées du Roi. Elle se marie à Trois-Rivières le 16 février 1672 avec Marie Rivière, née dans le bourg de Cauze, non loin des Saintes. En octobre 1676, Jean Ratier est mêlé à une violente bagarre d'Ivorgne, durant laquelle la fille de Pierre Cook, Jeanne, trouve la mort. Reconnu coupable de meurtre, Jean Ratier est condamné à être pendu et étranglé sur la place du marché de la basse ville de Québec. Place Royale. Mais le bourreau de Québec vient de mourir et personne n'est disponible ni ne le veut le remplacer. Jean Ratier croupit donc 4 années en prison en attente de son exécution, jusqu'au jour où on lui offre de remplir l'emploi vacant. C'est alors que Jean Ratier a la vie sauve et exerce un métier de bourreau de 1581 à 1703. Marie Rivière. Arrivée à Québec en 1771 dans un conte-chant des Fées du Roi, Marie Rivière épouse Jean Ratier un an plus tard. Le couple aura 4 enfants qui lui survivront. Marguerite, Jean-Baptiste, Pierre-Jean et Charlotte. Reconnue coupable de recel de chaudron volé, Marie Rivière fut mise au carcan par son propre mari au marché dans la basse ville de Québec le 5 juillet 1695. Marguerite Ratier. Fille de Jean Ratier de Marie Rivière, Marguerite Ratier est l'aînée de la famille. Après avoir épousé Gabriel Mouillin, elle va demeurer en France pendant près de 5 ans avant de divorcer et de revenir vivre chez ses parents. Toujours à la recherche de plaisir, Marguerite Ratier boit beaucoup et s'adonne à la prostitution au grand dam de sa sœur cadette. Charlotte Ratier. La Benjamine de la famille Ratier naît et est baptisée à Sorel le 27 janvier 1777, ville où la famille s'installe après l'emprisonnement du père Jean Ratier. En 1581, lorsque ce dernier est gracié à la condition de remplir le rôle de bourreau, la famille déménage dans la ville de Québec. Charlotte n'a que 4 ans. Elle vit dans un logis, rue Grande-Allée, hors des murs d'enceinte de la cité. Malgré les fresques de sa sœur et de sa mère, Charlotte désire ardemment se marier avec un jeune homme de bonne famille afin de se soustraire à la méfiance, mais surtout à l'exclusion dont elle et sa famille sont victimes. Elle épouse Daniel Bouet en 1696. De cette union naît un fils, Michel, baptisé le 23 février 1700 à Québec. Daniel Bouet. Baptisé en 1666 à Saint-Hilaire, Bordeaux, en France, Daniel Bouet arrive à Québec en juin 1695. Dès son arrivée, Daniel est engagé comme simple domestique avant de devenir apprenti cuisinier au château Saint-Louis, métier qu'il exercera même après son mariage. Bien décidé à s'installer convenablement dans cette Nouvelle-France dont il lui a tant vanté les mérites, Daniel est à la recherche d'une épouse. Il fréquente Charlotte Ratier pendant près d'1 an avant de l'épouser. Louis de Boide, comte de Frontenac. Administrateur français, il est le 9e gouverneur de la Nouvelle-France de 1672 à 1682. Jugé trop autoritaire, il est rappelé en France à la fin de ce premier mandat. Pendant ce temps, dans la colonie, les attaques des Iroquois et des Anglais rendent la vie difficile aux colons. Frontenac reçoit donc un deuxième mandat comme gouverneur de 1189 à 1198, durant lequel il assure la protection de Québec lors du siège de la ville par l'amiral anglais William Phipps, entre autres. Louis-Hector de Calière. Originaire de Torigny en Normandie, cet administrateur colonial français est le 3e gouverneur de Montréal de 1684 à 1698. Durant le siège de Québec par Phipps, Calière se porte à la défense de Québec. Au décès de Frontenac, il devient le 13e gouverneur de la Nouvelle-France de 1599 à 1703. Sans cesse confronté aux attaques de la nation iroquoise et Sonontoines, il signe le 4 août 1701 à Montréal le traité de la Grande Paix de Montréal, qui assure
enfin une paix durable. On a donné son nom au musée Pointe-à-Calière, un magnifique musée d'archéologie et d'histoire de Montréal. Jean-Baptiste de la Croix de Chevrière de Saint-Vallier. Grand vicaire de l'évêque de Québec, il visite toute la Nouvelle-France avant de devenir évêque de 1587 à 1727. De tempérament plutôt excessif, Monseigneur de Saint-Vallier se brouille avec le gouverneur Frontenac, les militaires, les récollets et les jésuites. Il fonde l'hôpital général de Québec en 1694. Prologue. Charlotte Ratier est fille de bourreau. À 18 ans, elle rêve de changer d'identité, car la population de Québec les déteste, elle et sa famille. Lorsqu'en cette fin de juin, venant de France, arrivent les bateaux. La ville de Québec s'anime et devient une véritable cité nouvelle. La venue des étrangers change la routine des habitants et de la métropole de la Nouvelle-France. Les bals et les soirées se succèdent, copiant la vie à la cour de Versailles. Ainsi, pendant que les nobles, les officiers et les bourgeois de la haute ville s'amusent et festoient, Charlotte tente tant bien que mal d'accepter sa condition d'exclue. L'ardeur des jeunes soldats, le tempérament fougueux de sa sœur Marguerite, mais surtout la haine que voue sa mère au commère, lui donne bien du fil à retordre. L'histoire de cette jeune femme en quête de bonheur nous emporte au cœur même de la vie quotidienne des habitants de la ville de Québec au temps de la Nouvelle-France. Chapitre 1. Fille de bourreau. Marguerite, dans la petite chambre, un timide rayon de soleil matinal s'infiltre à travers les rideaux de lin d'un beige douteux qui soustrait la dormeuse au regard indiscret avant de toucher le sol aux planches arrondies. Dans un coin de la pièce, surpris dans son sommeil, un chat au pelage roux se dresse sur ses pattes avant de déguerpir par la porte laissée entr'ouverte. « Marguerite !» Marie ouvre d'un geste brusque les courtines qui ferment la cabane. « Cessez de crier ainsi !» retorque vivement Charlotte en lançant un regard noir à sa mère qui passe le nez entre les rideaux à moitié ouverts. « Tu vois bien que Marguerite n'est pas ici. Elle a dû passer la nuit dehors, comme d'habitude. » J'attends 2 jours les 2 pains qu'il devrait m'apporter hier de chez le boulanger Villeray. « Ah! La friponne! » s'exclame encore sa mère en reculant de 2 pas et en frottant ses mains contre les plis de sa jupe aux couleurs sombres. Charlotte se redresse, bâille, se gratte la tête et relève la couverture avant de s'asseoir au bord du lit. « Tu ne devras pas faire confiance à Marguerite, maman. Elle et son amie Marie La France ont sûrement passé la journée à boire de l'eau de vie chez la Roche-Belle avant de finir la nuit sur les remparts. » Charlotte fait une pause, puis se tire avant d'ajouter. « Ah, quand vas-tu enfin comprendre que ta fille aînée est qu'une traînée? Ne prononce pas ce mot dans ma maison, » tonne sa mère, furibonde. « Il y a assez de vilaines commères pour la vilipender sans que nous en rajoutons nous-mêmes. » Marie va se poster près de la petite fenêtre au verre sali de poussière qu'ont charrié les nombreux orages déferlés sur la ville de Québec depuis le début de ce mois de juin 1695. Elle ouvre les rideaux, scrute le ciel où quelques nuages s'amoncellent déjà, ouvre un des battants, se hisse sur la pointe des pieds et jette un regard sur la ruelle des Ursulines juste en bas. Ce n'est pas facile pour la pauvre Marguerite, 23 ans et sans mari. As-tu oublié Gabriel Mouillin? Lui rappelle Charlotte. Un vaurien qui l'a laissé laissant le sou après avoir blessé un garde de la marine. Il a fui vers Brest le scélérat. La Marguerite, elle, n'a plus d'autre chose que de divorcer, de venir refaire une nouvelle vie ici à Québec avec nous. Elle a quand même eu un époux. Un vaurien, un querelleur, je te le répète, tempête Marie. Et puis, seule et aguichante comme l'est ta sœur aînée. Il lui est facile d'être à la coqueluche de tous ces militaires qui vivent à la caserne, juste à notre porte. N'empêche qu'elle devrait tempérer ses ardeurs, ajoute Charlotte. Sinon, rien, interrompit sa mère une seconde fois. Et je vais te le dire que si Jean, ton père, était sergent aubergiste au même sauvetier, Marguerite aurait déjà trouvé un bon parti. Et toi aussi, mais fille de bourreau, comment trouver un homme convenable à marier, sinon un soldat dans le sou à une
d'intrigant ou de la graine de racaille. Elle fait une pause, replace un pan de rideau, le tapote du bout des doigts, se tourne vers sa fille cadette et pousse un profond soupir de lassitude. Nous étions mis à Trois-Rivières. Là-bas au moins, les gens ne venaient pas à notre porte pour nous insulter, nous intimider de toutes les façons. Papa tue quelqu'un, ne l'oublie pas. Encore une chance qu'on lui a laissé la vie, sauf à la condition qu'il accepte cette tâche de bourreau à Québec. Le meurtre de Jeanne Cook était un accident. Ton père était ivre et cette fille était là au mauvais moment. Le défunt mari. Coupable ou pas, réplique Charlotte. C'est une grâce de Dieu si la ville de Québec se trouverait sans bourreau à ce moment-là. Sinon, que serions-nous devenus? Tu seras ce jour une veuve éplorée, et moi une orpheline. Après quelques secondes de réflexion, elle ajoute sur un ton plus tempéré. Je préfère encore être fille du bourreau, tu sais. Même si certains jours j'aimerais être quelqu'un d'autre ou un érudit. Même si le destin m'a infligé une tort dont je ne peux pas me défaire. Tu as raison, ma pauvre fille. Ce n'est pas facile d'être ni la fille de bourreau, ni la femme, ni le fils d'ailleurs. Pense un peu à Jean-Baptiste et à Pierre, les pauvres, toutes les railleries qu'ils doivent endurer. Dieu que les garçons sont cruels entre eux. Et puis, ils ne peuvent espérer qu'une place de domestique à moins de continuer la lignée des bourreaux. Pierre m'a avoué penser prendre la relève lorsque ton père quittera le métier. Si tel est son désir, je n'y peux rien. Encore faudra-t-il qu'il cesse de flâner dans les tavernes et de jouer aux cartes comme le fait son frère aîné. Charlotte, acquise dans la tête et, délaissant sa paillasse recouverte de drap gris, elle se lève avec lenteur avant de se diriger à pas traînant vers une bassine de métal bosselée posée par terre non loin. Arrivée au-dessus de celle-ci, elle l'enjambe et, d'un seul mouvement, relève sa chemise de nuit de lin, s'accroupit, se soulage sa vessie gonflée. Tout ce beau monde nous regarde de haut et dont les lèvres frémissent de dégoût jusqu'à nous croiser dans la rue, continue sa mère pour elle-même. Je vois bien qu'il se mord dans la langue pour ne pas nous jeter des insultes et des injures à la figure. Les veuves, surtout, qui ne veulent pas que nous vivions près d'elles. Celles-là, je leur en ferais voir toutes sortes de couleurs si je le pouvais. C'est à cause d'elles que nous vivons en dehors des murs de l'enceinte. Elles nous ne veulent pas dans leur parage. Sapristi, ton père est un officier de la justice après tout. Et en tant que tel, il devra avoir pignon sur rue près du fort Saint-Louis, comme les autres officiers. Mais non! On nous rejette! On nous éloigne au bout de la grande allée, près du chemin de ronde. Puh! Charlotte se relève. Le bas de sa longue chemise de nuit retombe lourdement sur ses pieds nus. Sans attendre, la jeune femme retourne près du lit. Que je n'en vois plus jamais venir crier des injures à notre porte, fulmine toujours Marie. Par chance, l'intendant Champigny est très strict sur l'application de l'arrêt qui interdit à quiconque d'agresser un des membres de notre famille. Sous peine de punition corporelle. Je sais, maman, je sais, interrompit Charlotte, que ce monologue entier au plus haut point cesse de pester de la sorte. Levant les bras au-dessus de sa tête, elle se tire encore et bâille et à s'en décrocher la mâchoire, avant de lorgner la paillasse sur laquelle elle est bien résolue à se laisser choir. Marie se précipite auprès du lit. Sa mère lève la main, prête à la gifler. « Pas question que tu retournes te coucher, fainéante! » « Tu glapis comme une renarde, » censure Charlotte, que la colère de sa mère énerve de plus en plus. « Tu m'écorches les oreilles! » Défiant la menace maternelle, Charlotte tente de se recoucher, mais sa mère lui barre le chemin. « Allez, le travail t'attend! » Quel travail! Hier, j'ai terminé la besogne toute seule parce que Marguerite nous a faussé compagnie dès le début de la journée. J'ai balayé, lavé, frotté le plancher avant d'aller quérir l'eau du puits. Je me suis usé les mains à m'éplucher des légumes, tandis que mademoiselle Marguerite buvait ou relevait hardiment ses jupons. Tais-toi! Marguerite est une vraie putain de cavale! Avoue-le donc une fois pour tous! D'un geste de défi, Charlotte se laisse tomber sur le lit. D'un bond, Marie sur sa fille. Sans ménagement, elle tire sur la tresse de chevaux dépassant du bonnet de celle-ci, la forçant à se relever en vitesse. Aïe!
secoué de Charlotte. « Tu vas t'habiller de sa part, l'équerrer ta sœur et me la ramener ça! » éclate sa mère. « J'en ai pas envie! » la défie encore Charlotte. « Envie ou pas, tant que tu vivras sous ce toit, tu m'obéiras! » lui jette sa mère au visage avant de relâcher la tresse qui, sous la décousse, se défait. Pareil à une vague sombre, une masse de cheveux bruns ondule en un instant, avant de recouvrir l'épaule droite de la jeune femme qui a les armes aux yeux. « Ce n'est pas 18 ans que tu vas me tenir tête. Je ne suis pas le chaperon de Marguerite. Suffit, tu feras ce que je te dis ou c'est à ton père que tu te rendras des comptes. » C'est en plus un mot. La mère quitte la place, certaine cette fois que cet argument de poids fera fléchir le caractère rebelle de sa fille cadette. Demeurée seule, Charlotte marche sans hâte vers une petite chaise bancale située sous la fenêtre et sur laquelle reposent ses vêtements. Après s'être débarrassée de sa chemise et de son bonnet de nuit, elle le lance par terre d'un geste rageur. Elle enfile ensuite la chemise de toile grossière dont elle roule aussitôt les manches jusqu'à hauteur du coude avant de poser le corsage souple par-dessus. Marguerite, j'ai bien voir qu'elle se trouve un mari, celle-là. Ça nous évitera bien des embêtements, se convainca-t-elle. La jeune femme revêt sa jupe de coton avant de s'installer sur la petite chaise. Si elle continue de se donner ici à tout venant fille de bourreau pas, jamais un homme ne sera assez bon pour la prendre pour femme, même si c'est le dernier des dadais. Charlotte soupire, repousse une mèche de cheveux qui tombe sur son front et fixe l'azur du ciel à travers les fenêtres. Il fait si beau en ce matin d'été. Le pinson qui s'égossit non loin lui donne envie de liberté. Une brise fraîche pénètre soudain dans la chambrette, faisant frémir les rideaux de lin. Charlotte cesse sa contemplation et retourne à sa tâche. Elle saisit ses bas de drap et les enfile en un tournement, attrape la coiffe, se lève, marche vers un petit miroir à l'étain noirci, accroché au mur près de la porte. Ce produit de luxe a été donné à son père avant une exécution capitale. La mère éplorée d'un jeune bourgeois de laquelle avait ainsi soudoyé afin d'éviter à son fils le saut infâme de la fleur de lys. Cette pauvre mère avait elle aussi un enfant qui lui causait bien des soucis, comme Marguerite pour maman. « Ah, cette Marguerite !» rumine-t-elle en fixant l'image que lui renvoie le miroir. Avec son nez retroussé, ses lèvres fines, ses grands yeux en amande aux reflets noisettes, elle c'est jolie. Même la petite balafre au centre de son menton, résultat d'une bataille avec son frère Pierre quelques années plus tôt, ressemble plus à une fossette qu'à une cicatrice. Charlotte s'empare d'un peigne placé sur une tablette juste sous le miroir et lisse sa chevelure soyeuse. D'un seul mouvement, elle en forme une torsade sombre qu'elle enroule autour de ses mains aux doigts effilés avant de ramener le tout à un chignon serré qu'elle emprisonne aussitôt sous la coiffe souple. À sa droite, sur un crochet fixé au mur, un mouchoir de coton repose près d'un tablier aux rayures blanches et grises. Elle prend le linge et le noue autour de son cou avant de fixer le tablier à sa ceinture. Elle se dirige ensuite d'un pas résolu vers la porte de la chambrette, près de laquelle 2 galoches en cuir noir l'attendent. Cet arrêt de conseil souverain continue-t-elle à lancer en y glissant les pieds. Elle ne deviendra pas un gentil garçon prêt à nous aimer. Surtout, elle n'empêcha jamais les garçons de nous montrer du doigt et murmura toutes sortes de vilainies. Même moi, qui fais tout pour me distinguer de ma sœur et de mes frères, je me demande si, un jour, un garçon voudra m'imposer. Elle replace d'un geste nerveux une mèche rebelle sous son bonnet et sort de la chambre. Lorsqu'elle arrive dans la cuisine, Marie, penchée au-dessus du chaudron de fonte, accrochée à la crémaillère, agite vigoureusement une longue cuillère de bois. Près de l'autre, une énorme coffre voisine avec une armoire dans laquelle sont rangées la vaisselle de thym, ainsi que quelques pots et vases de porcelaine. Au centre, près de la table pliante, 2 chaises et un petit coffre servant de siège complètent l'ameublement de la pièce aux dimensions restreintes. Sur la table, la nappe de toile grossière est usée par endroits.
En face de l'autre, on voit un tableau dans lequel le visage d'une vierge éplorée a perdu ses couleurs. À gauche, l'unique fenêtre donnant sur la façade de la maison est bouchée d'un morceau de cuir parcheminé afin de réduire les rayons de soleil de même que le vent. « Va d'abord chez La Rochelle, » dit Marie sans quitter des yeux la fixture qui bout à gros bouillon dans la marmite. « Pas chez La Rochelle, maman, » implore Charlotte. « C'est un tripot, puis encore un bordel rempli de gueuses, de soldats ivres et de... Mais c'est d'abord une taverne, et Dieu sait que Marguerite aime bien flâner de temps en temps. Si ce n'est que de temps en temps, je t'interdis de... Je déteste aller chez La Roche-Belle, et tu sais très bien pourquoi. Allons, allons, un gentilhomme n'a glissé ta main sous ta jupe qu'une seule fois, c'est que je me rappelle. C'était une fois de trop, et puis... Dans ces endroits, il n'y a point là de gentilshommes, sinon que des scélérats et des ivorgnes. Ivorgnes, scélérats ou gentilshommes, il n'y a pas de différence. Ce sont des hommes d'abord, et qui ont bu de surcroît. Voilà pourquoi ils se conduisent ainsi. Aucune raison n'est valable pour agir de cette manière, se révolte Charlotte. En tout cas, moi, je ne laisserai jamais un homme me traiter de la sorte. Cesse de t'illusionner. Crois-tu que tu épouseras un bourgeois vertueux au bras duquel tu te prendras dans de beaux atouts, et que tout le monde saluera dignement et avec respect? Le rire tonitruant de sa mère aiguillonne Charlotte. Ma pauvre fille, tu te couvriras de ridicule si jamais un homme pareil osa de faire la cour. Il n'aura pour seul but que de mettre dans son lit pour une nuit ou deux avant de t'oublier pour toujours. Tu deviendras rouge de jalousie si jamais cela t'arrivait. Je n'aurais jamais à rougir de quoi que ce soit, l'implorait Marie, tout comme je n'ai jamais eu à rougir dans la condition de fille de roi, ni du métier qu'exerce ton père, ou de la conduite de Marguerite, ou de ton frère Pierre. Jamais, tu m'entends, jamais je ne rougirai de quoi que ce soit. Allons, file chercher ta sœur. Si tu ne la trouves pas au cabaret, va sur les remparts. Il fait si chaud ces jours-ci qu'elle a probablement passé la nuit. Je n'y vais quand même pas appranter les remparts. Cesse tes jérémiades, lui lance sa mère en levant les yeux au ciel. Où est papa? Place Royale en train d'exécuter une sentence. Dépité, mais surtout n'ayant d'autre choix que d'obéir aux ordres maternels, Charlotte attrape un gobelet d'étain qu'elle remplit d'eau prise à la même la cruche placée au centre de la table. Elle le vide d'un trait, s'empare d'un morceau de pain rassis gisant sur le bout de toile servant de nappe, le glisse au fond dans la poche de sa jupe au tissu rugueux et quitte à la maison sans un salut. Levant la tête vers la porte demeurée ouverte, Marie soupire longuement avant de reporter son attention sur le contenu du chaudron, puis, déhissant l'autre, elle se dirige à pas vif vers un escalier discret qui longe le mur et en gravit les 6 marches qui séparent la cuisine de l'étage avant de crier à tue-tête. « Jean-Baptiste! Pierre! Il est temps de vous lever! » À peine Charlotte rentre-t-elle dans la taverne qu'une odeur douceâtre de houblon et d'alcool mêlée à celle du tabac lui donne la nausée. Charlotte bat des paupières, habituant peu à peu ses yeux à l'obscurité des lieux qui contrastent avec la lumière crue du dehors. Figée sur le seuil, elle balaie la salle d'un regard aiguisé. Dans un coin, sur sa droite, un mouvement furtif lui fait comprendre que 2 amoureux échangent des caresses. Charlotte fixe un instant le couple enlacé. Elle tente de reconnaître dans la femme abandonnée sur les genoux de cet homme en uniforme sa sœur Marguerite. Mais les cheveux châtains pâles croulant sur les épaules de la femme ne sont en rien comparables à la chevelure couleur de jais de son aîné. Laissant les amants à leur ébats, louvoyant entre les tables basses couvertes de taches brunâtres, Charlotte s'approche à pas lents d'un comptoir de bois équarri, sur lequel des gobelets d'étang gisent pêle-mêle près de carafons vides et de piles de cartes à jouer. Charlotte sait que les jeux de cartes sont de plus en plus populaires auprès des jeunes soldats qui, en temps de paix, ne trouvent rien de mieux à faire que de tuer le temps en jouant, entre autres, au pharaon. De nombreuses tricheries et fraudes engendrent d'ailleurs des rixes, des duels même, pourtant défendus par la loi et qui défraient de plus en plus les commérages et les potins.
Se hissant sur la pointe des pieds, Charlotte cherche la maîtresse des lieux qui devrait être dans la petite pièce contiguë à la taverne. Mais elle ne la voit pas. La jeune femme fait demi-tour, prête à rebrousser chemin et à aller arpenter les remparts quand une idée soudaine la hardit. Dans la salle où, à cette heure de la matinée, quelques ivrognes cuvent leur vin, l'un d'eux, ivre-mort, glisse de sa chaise et s'affale lourdement sur le sol dans un bruit mat, tandis que le gobelet qu'il tenait encore à la main roule sur le plancher recouvert de vomissures de quelque pauvre air n'ayant pas su tempérer son penchant pour l'eau de vie. Sans plus prêter attention au quidam, Charlotte se glisse en arrière du comptoir, bifurque à gauche et monte 2 à 2 les marches d'un petit escalier dérobé, camouflé par une lourde tenture de velours d'un rouge défraîchi. En tapinois, elle monte à l'étage, parcourt à pas feutrés un long corridor percé ici et là, de portes derrière lesquelles elle aperçoit des bruits. Marguerite se trouve assurément dans l'une des chambres, la gueuse, songea-t-elle. À la pensée du comportement de sa sœur, Charlotte fulmine. Elle retient avec peine son envie d'enfoncer les portes closes et de jeter au visage de ses filles de rien toute la rancœur et tout le dégoût que lui inspirent ses comportements honteux. Si je découvrais que Marguerite a un amant aristocrate et marié, ça pourrait mettre ma situation ou celle de ma sœur en péril, murmura-t-elle pour elle-même. C'est si facile de nos jours d'enfermer une fille au couvent. Son père, Pierre, l'a un jour mise en garde contre les gens de la haute, comme il les appelle. Ceux qui jouissent de l'impunité parce qu'ils sont de la noblesse ou des hauts gradés du régiment Carignan-Salinière, ceux-là même qui se payent le droit de relever les jupes des filles du peuple, ou, pire encore, d'engrosser leurs domestiques ou leurs esclaves panis. Ces mots résonnèrent un instant dans la tête de Charlotte, rendant de plus en plus cuisante l'acrimonie qu'elle voue à ces bourgeois ou aristocrates, qui se croient tout permis. Furieuse, la jeune femme lève le poing, prête à frapper contre la porte en face d'elle. Un bruit derrière la cloison surprend son élan et la fait retraiter en hâte vers le fond du corridor, où un étroit muret à la verticale la cache aux yeux du gentilhomme qui sort inopinément de la chambre devant laquelle elle se tenait quelques instants auparavant. Vêtue d'une culotte descendant jusqu'au bas du genou, d'un gilet d'un juste au corps de bure grise, boutonné à l'avant et garni de pattes aux poches, l'homme lui laisse une impression de déjà-vu. Charlotte se penche et l'observe un moment. Ce dernier attache les boucles en argent fixées sur ses chaussures en cuir noir à double semelle et muni d'un talon en bois. Ainsi incliné, il offre à Charlotte la vue de sa chevelure soignée. Un autre qui se donne des grands airs avec sa perruque à bourse, enrage Charlotte. La jeune femme se penche un peu plus vers l'avant quand, sous ses pieds, une planche gémit. Alerté par le bruit pourtant à peine audible, l'homme, qui a l'allure d'un haut bourreau, se redresse, recule d'un pas et, une main sur le pommeau de son épée, scrute un instant le corridor sombre, prêt à lever la garde contre un quelconque voyou qui voudrait lui chercher une oise. Charlotte s'adosse contre le mur, retient son souffle et presse sa jupe afin qu'aucun pli ne dépasse de l'écran formé par le muret. Pareil à une couleuvre maligne, un silence oppressant glisse un instant sur les planches usées du corridor, de ce bordel où, de plus en plus, les soldats et les hommes de tous acabits viennent satisfaire leur désir charnel entre les bas des filles des joies. Charlotte ferme les yeux et prie le ciel que l'homme ne vienne pas la débusquer. « Je vous renvoie ce soir » minaude une jeune femme au buste dénudé qui vient d'apparaître sur le pas de la porte. « Non, pas ce soir » répondit le gentilhomme en se rapprochant de la fille. « Il y a un souper à la résidence du gouverneur Frontenac. Mon absence serait vite remarquée et les ragots iraient bon train, si je ne m'y présentais point. »« Demain alors ?» L'homme s'approche plus près de la belle, touche du doigt sa joue rosée avant d'ajouter sur le ton de la confidence. « Ma femme a des soupçons. Je ne voudrais pas qu'elle découvre notre petite aventure. » Il sort une esquerelle qu'il brandit devant son nez. « Voilà 5 écus. »« Vous achetez ma discrétion ou ma vertu, monsieur? »« Ta discrétion, bien sûr, puisque ta vertu, tu l'as déjà vendue plus d'une fois. »« Oh !» proteste la prostituée un peu plus âgée que Charlotte. « Tu.
Pas de fausse pudeur, petite Simone. Ta réputation est déjà faite. Surfaite, même. À en juger par le traitement que tu m'as offert cette nuit. Que voulez-vous dire? Que je m'attendais à plus. À beaucoup plus. On m'avait affirmé que tu étais... Oui? Le mutisme de son vis-à-vis rend soudain la fille mal à l'aise. L'homme l'observe un long moment en souriant avant de secouer le petit sac rempli d'écus. Tel des rires malins, le bruit d'écus qui s'entrechoquent révolte Charlotte qui pince les lèvres et se retient de quitter sa cachette et de crier au visage de ce noble toute l'aversion qu'il suscite en elle. Mais elle se tient, coite, et attend. Achète-toi un porc et un chapon, et trouve-toi vite un mari. Après tout, 15 livres, c'est une belle dot pour une fille de rien. Je suis une fille de joie, Insiste son interlocutrice, un trémolo dans la voix. Le goujard dépose le sac au creux du corsage ouvert de la pauvre fille. Ne t'avise plus jamais de me regarder dans la rue, ni de me faire le moindre signe. Je ne te connais pas, tu m'as bien compris? La pauvresse hoche la tête et pose une main délicate sur l'escarelle qu'elle fait disparaître dans le pli de sa chemise de nuit. D'une démarche élégante et hautaine, le gentilhomme prend congé de la fille, qui retourne dans ses appartements. Le cœur plein de rancœur contre le destin qui donne aux hommes pareille autorité sur la vie des femmes, Charlotte serre les poings à s'en faire blanchir les jointures. Elle enrage. Margaret a-t-elle vécu pareil désaveu ou abandon d'un homme qu'elle aimait? Se demande-t-elle. Voilà peut-être pourquoi elle préfère s'acoquiner avec de petits soldats sans avergule et laisser aux autres les riches et les bourgeois. La tête toujours appuyée sur le mur derrière elle, Charlotte ferme les yeux. Dans son être tout entier s'élève une véritable tourmente. Jamais je ne serai comme elle, songe-t-elle encore. Je ne veux pas. Jamais je ne me laisserai berner par les paroles et les belles manières de ces nobles à perruque. Jamais non plus je ne me déshonorerai pour de l'argent. Je préfère 100 fois coiffer Sainte Catherine que de vivre pareille torture. Avec précaution, Charlotte se penche un peu et jette un coup d'œil vers le corridor redevenu désert. Sans attendre, la jeune fille quitte l'obscurité de son abri, refait le chemin à sens inverse, parcouru quelques minutes plus tôt et dévale à toute vitesse le petit escalier. Sur la dernière marche, elle fait face à une grosse dame qui, poing sur les hanches, la harangue avec force. « Que fais-tu là? Tu sais très bien que tu n'as pas le droit de frayer dans ma taverne. Tu n'as pas 20 ans. Si les archers de la maréchaussée venaient à t'y retrouver, j'écoperais d'une forte amende. »« Je cherche ma sœur Marguerite. »« Elle n'est pas ici. »« Je ne vous crois pas. »« Voilà que tu me traites de menteuse maintenant, s'offusque la tavernière. »« Tout le monde sait que vous les protégez, elle et son amie, Marie la France. »« Je ne protège personne. Je sers mes clients comme il se doit. »« Et Dieu sait que Marguerite est une excellente cliente. » La mégère retourne derrière son comptoir, qu'elle entreprend de dégarnir des gobelets, de la vaisselle souillée par les fêtards de la nuit. « Qui es-tu pour juger ainsi ta sœur, hein? Dans mon temps, les cadettes des familles devaient respecter à leur aîné. » Quand ces dernières sont respectables, on les respecte assurément, mais dans le cas contraire... La tavernière lui lance un regard torve. « À ta place, petite, je ne cracherai pas plus haut que mon nez. Ça pourrait te retomber dans la figure. »« Ne craignez rien, » déclare Charlotte sur un ton de plus en plus arrogant. « Je ne mènerai jamais la vie de Marguerite, ni celle des pauvres filles qui viennent fourniquer sous votre toit. »« Tu te crois meilleure qu'elle, peut-être, » ironise la maîtresse des lieux. « Que sache, tu n'es que la fille du bourreau, un criminel de la pire espèce qui a été épargné de la potence faute du bureau. »« Ce n'est pas une autre d'être bourreau, et c'est un métier comme les autres. » Si c'est un métier comme les autres, explique-moi alors pourquoi ce n'est pas n'importe quel colon ou habitant qui le pratique. La question laisse Charlotte sans réponse. Je vais te le dire, moi. Pourquoi ce n'est pas un métier comme les autres, continue le tenacière, en pesant bien sur chaque mot. Il faut avoir du sang sur les mains et un cœur de pierre pour marquer au fer rouge des gens qui volent parce qu'ils n'ont rien à manger. Pire encore, pour torturer des hommes en leur faisant subir le supplice de la roue. Au moins, avec la pendaison, les condamnés s'ouvrent pas longtemps. Et dire qu'on vous permet de vivre sur le chemin de la grande allée,
dans une maison à 2 étages tout près du couvent des Ursulines, avec, en plus, des gages annuels de 300 livres. La tavernière inspire profondément et fixe Charlotte d'un regard dur. Je te le dis, les bourreaux ne sont pas bien vus par les petits gens. Ils ne font pas partie du peuple ordinaire. Ta famille et toi êtes d'une classe à part, des marginaux, des exclus. Marguerite, elle, l'a compris. Tes frères aussi, d'ailleurs. À ton tour maintenant de lâcher tes grands airs indignés et de te rendre compte que tu n'es pas supérieur à tous ces gueux qui traînent dans la rue et qui, pour un sol, viennent boire mon eau de vie, ni mieux que ces pauvres filles qui relèvent leurs jupons pour s'offrir une nouvelle coiffe, de meilleurs souliers ou tout simplement du pain. Jusqu'à ce jour, personne ne lui avait adressé pareil portrait de la situation. Jamais on ne lui avait parlé aussi franchement. Bien qu'humiliée et en colère, Charlotte ne put que saisir à quel point le métier de son père est montré du doigt, à quel point il est honni. Il te haïssent tant que ça, conclut-elle. Comment ne pas voir dans le personnage aux vêtements rouges la représentation même du diable? Mon père aurait-il un cœur de pierre? Se demanda-t-elle. Les paroles de la tenancière dans sa tête, tandis que des bribes de souvenirs émergent de sa mémoire. Enfant, en compagnie de ses frères, elle se souvient d'avoir assisté à quelques exécutions, comme la mise en carcan de jeunes voyous, qui avaient amplement mérité cette sentence. Il y a également eu 3 pendaisons de traîtres à la patrie, qui avaient osé marchander avec des Anglais. Mais jamais Charlotte n'a vu le supplice de la roue. Pour la simple raison que l'application de ce châtiment a été plutôt rare ces dernières années. C'est un métier comme les autres, pense-t-elle encore. Depuis son plus jeune âge, Charlotte a traîné dans le sillage de son père qui ne faisait que son métier. Charlotte se rappelle surtout ses 6 ans, alors qu'une mauvaise grippe l'avait beaucoup affaiblie. Son père l'avait bercé des nuits entières. Elle se rappelle encore la chaleur de son souffle sur ses cheveux trempés, sur sa peau enfiévrée, lorsqu'elle se pelotonnait contre sa large poitrine. Mon père n'a pas un cœur de pierre, pas plus que tous les militaires qui sont payés pour faire la guerre, se convainc-t-elle. La voix criarde de la mégère lui fait abandonner sa rêverie éveillée. Allez, oust, quitte mon établissement avant qu'un archer ne vienne y boire un coup. Et surtout, n'y reviens plus, sinon c'est moi-même qui te sortirai d'ici, un coup de pied aux fesses. Une rage sans pareil secoue soudain Charlotte. Les joues en feu, le poil hérissé par la colère, Charlotte pince les lèvres afin de retenir les mots vulgaires qui s'y pressent. À travers la femme au visage fardé et aux chairs flétries qui la défient du regard. Charlotte contemple toutes les commères de cette ville qui la déteste ouvertement. « Es-tu sourde ou idiote? Je t'ai dit de déguerpir, répète la cabaretière, en brandissant un carafon vide au bout de ses bras tendus. Charlotte reçoit cette insulte comme une gifle en plein visage. Un goût de fiel emplit sa bouche. Sans réfléchir aux conséquences de son acte, Charlotte prend appui de ses 2 mains sur le comptoir en bois et crache un jet de salive au visage de la mégère avant de quitter la taverne en courant. Derrière elle, les cris de la femme se mêlent au couinement et au rire gras des clients ivres. Dehors, les rayons du soleil lui font fermer les yeux. Non loin, une milice de soldats de la compagnie franche de la marine fait sa ronde journalière au son du tambour et du fifre. Charlotte s'éloigne de la taverne en courant et en jurant qu'elle n'y remettrait plus jamais les pieds. Puis elle emprunte la rue Notre-Dame et tourne à droite dans la rue de la côte de la montagne, au bout de laquelle se trouve la place royale. Chapitre 3. Sur la place royale. Les commerçants ont déjà installé leurs marchandises sur des étals. Nobles, religieux et bourgeois se pressent sur la place, curieux de trouver dans les arrivages des bateaux mouillants à nouveau devant le Cap Diamant des épices, des soieries et d'autres objets de luxe venant de la mer, patrie ou des Antilles. « C'est 2 écus, dit un marchand en tendant une pièce de brocart vert à un bourgeois richement vêtu. « Passe à tout près. » Charlotte lorgne l'homme qui plonge la main dans une de ses poches de son juste au corps. Elle jette ensuite un regard circulaire sur la place. La vue de tous ces privilégiés l'enrage. C'est sur les conseils du gouverneur Frontenac et du monseigneur de Saint-Vallier que priorité a été donnée aux nobles et aux clercs des congrégations religieuses.
Ceux-ci peuvent ainsi choisir la plus belle marchandise avant les gens du petit peuple qui, pour leur part, n'ont le droit d'acheter ou de troquer que ce soit d'après 10 heures. « Ce n'est pas juste !» maugrit Charlotte entre ses dents serrées. La tête en feu, les tempes douloureuses, Charlotte louvoie entre les badauds et se dirige vers un groupe de curieux qui s'agglutinent autour d'un carcan de bois devant lequel un homme de bonne stature y vêtu de rouge s'affaire à poser un tableau sur la poitrine d'un condamné. On peut y lire, inscrit en grosses lettres, le délit dont l'accusé est reconnu coupable. Faux-monnayage. « Papa ?» dit Charlotte en arrivant à côté du bureau. Ce dernier se tourne à demi sans abandonner son ouvrage. Devant lui, solidement enchaîné les poings et le cou prisonnier de la charpente de bois, un garçon d'à peine 19 ans se tortille essayant de se libérer du carcan, mais surtout de la poigne du bourreau Jean Ratier. « Oh là, petit Todo, je ne l'ai pas terminé. » Il reporte son attention sur la fille. « Qu'est-ce que tu fais là, toi? »« Je cherche Marguerite. » Jean dispose le carcan et son prisonnier bien en vue devant la foule venue assister, comme tous les mardis et les vendredis, à l'exécution des sentences ordonnées par le Conseil souverain. Ce matin, les gens ont droit au spectacle de 2 jeunes délinquants issus du régiment Carrigan-Salière qui ont eu la malchance de se faire pincer à falsifier de la monnaie de carte. Charlotte aperçoit alors l'autre garçon qui se tient en retrait. Les mains monottées dans le dos, celui-ci coule vers elle dans un regard implorant. « Qui c'est, celui-là? » demande-t-elle curieuse. « Son complice, » répond son père en se dirigeant d'un pas lourd vers un brasero où rougiront des braises chaudes. Il retire du feu une tige de fer dont l'extrémité, sculptée en forme de fleur de lys et brillant d'un rouge ardent, illumine un instant le regard du bureau. « Quand vont-ils comprendre, ces jeunes idiots, que le faux-monnayage ne paye pas? » demande encore Charlotte. « En temps de paix, les soldats ne savent pas occuper leur du doigt et ils contreviennent au règlement acquis mieux. Voilà pourquoi j'étais en fer. Si ce n'était ces fripons en uniforme, Québec serait une ville plutôt tranquille, crois-moi. » Le bourreau replonge la fleur de lys dans les braises, afin de la chauffer davantage. « S'il fallait compter tous les soldats et les délinquants marqués au fer rouge dans cette ville, il y en aura assez pour former une garnison complète. » Portant son attention sur la foule à travers laquelle glisse un murmure, Jean dégage de la tige des braises, la brandit devant lui et rugit. Le murmure fait aussitôt place à des cris de femmes et à des pleurs d'enfants apeurés. « Fais-tu exprès pour qu'on te déteste? » réagit Charlotte qui baisse sa tête. À la vue des mines effrayées des bambins qui se cachaient dans les jupes de leur mère, le bourreau part d'un grand éclat de rire, ce qui a pour effet de faire reculer davantage les spectateurs qui se trouvent sur la première ligne. Rouge de honte, Charlotte fait quelques pas de côté afin de s'éloigner de son père. Elle ne supporte pas de le voir fanfaronner de la sorte. Il devrait pourtant le savoir que les gens la haïssent. Pourquoi agit-il ainsi? Pourquoi toute cette mise en scène? Songe-t-elle. Elle observe du coin de l'œil son père qui remplace la tige de fer dans le brasero avant de porter son attention vers le condamné dont les traits sont bouleversés par la peur. Peut-être a-t-elle encore raison après tout, la tavernière, pense encore Charlotte. Il ne faut pas avoir de pitié pour infliger pareille torture à des jeunes gens qui n'ont fait que tenter la chance. Voulant visiblement faire durer le suspense pour la 3e fois, son père retire la tige incandescente du brasero, la brandit devant son visage, souffle légèrement dessus, pivote sur ses talons et se dirige enfin vers le supplicié. Ce dernier, voyant l'objet de sa prochaine torture, se mit à gigoter vivement, comme si un essaim d'abeilles l'assaillait. D'un geste brusque et 1000 fois répété, Jean déchire la manche de la chemise du garçon, dévoilant ainsi la peau de l'épaule. Sans plus attendre, le bourreau marque le faux monnayeur de l'infâme fleur de lys.
Un grésillement se fait entendre, puis une légère odeur de viande brûlée implie en un instant les narines de Charlotte. Le hurlement du supplicié se marie à la rumeur de la foule dans laquelle les uns écarquillent les yeux. Les autres se signent avant de poser une main sur leur bouche béante. Comme ça, la Marguerite, elle n'est pas rentrée? Reprend Jean en mettant la tige de métal dans le feu. Non, répond Charlotte en relevant le front. Jean fait claquer sa langue avant de dodeliner le chef. Ce n'est pas bien ça, pas bien du tout. Si elle continue ainsi, je ne pourrai plus lui épargner le renfermement à l'hôpital général où les religieuses prendront plaisir à lui raser les cheveux, ni la fleur de lys. Quel déshonneur ce serait! Se récrie Charlotte en faisant un pas vers lui. Allons, la tempère, son père, nous n'en serions pas un déshonneur près. Mais là n'est pas la question. J'ai ouï dire que certains juges sont moins indulgents envers les filles publiques. Elles seront dorénavant envoyées au Jéricho. Mon Dieu! Tu sais que Marguerite pourrait. Son père acquise d'un signe de tête avant d'enchaîner. Les autorités ont peur que ces filles transmettent le vilain mal. Voilà pourquoi les sulpicieux ont ouvert cette maison à Montréal. Ils appellent ça un hospice. Pardi. Moi, je parie que c'est une maison de détention pour liberté des débauchés. Tu as une belle opinion de ta fille, Marguerite, s'étonne Charlotte. Pour moi, un chat est un chat. Je n'essaie pas, comme ta mère, de sauver les apparences et cherchant à la disculper. Et puis, ta sœur est assez vieille pour agir à sa guise, mais aussi pour assumer les conséquences de ses actes. Donc, tu ne sais pas où elle est? Elle est peut-être encore à l'auberge du Lion d'Or. Je l'ai vue rentrer hier soir avant de retourner au logis. Et tu ne lui as rien dit? Ce fût-ce que Charlotte? Je n'ai pas lui dicté sa conduite. Elle est majeure. Majeure? Permets-moi d'en douter. Idiote. Ça, c'est certain. Charlotte soupire bruyamment. Je reviens de chez la Roche-Belle où je croyais l'y retrouver. Et je n'ai pas du tout l'intention de passer la journée à la chercher dans les autres tavernes de la ville. Alors, va se le rempart. Elle doit être en train de cuver son vin ou de dormir. Bien résolu à lui faire part de sa décision de ne plus jamais chaperonner sa sœur aînée, Charlotte talonne son père alors qu'il marche vers le complice qui, poing lié dans le dos, attend sa mise au carcan. Voyant s'approcher le bourreau, celui-ci recule de plusieurs pas et se retrouve coincé à un moment entre la foule et le mur d'une maison. Soudain, venant de gauche, pareil à une vague, un mouvement dans la foule attire l'attention de la jeune femme. Intriguée par ce remue-ménage, Charlotte lève la tête et scrute l'ensemble. Près du buste en bronze de Louis XIV que le sire de Champigny a fait ériger en plein centre dans la place royale, elle aperçoit 4 soldats du régiment carriant sa lière, fendant la masse vers le second condamné. En 2 temps, 3 mouvements, les militaires s'emparent du faux monnayeur et du dérobant aux griffes du bourreau, mais aussi à celles des archers de la maréchaussée qui se lancent à leur poursuite à travers les étals. C'est sous les huées et les moqueries de la foule que Jean retourne auprès du premier condamné. Quand tu reverras ton complice, dis-lui de filer loin du Québec, le conseille le bourreau furibond. Il l'a échappé belle cette fois, mais gare à lui si jamais je le retrouve sur mon chemin. Vous l'invitez qu'une échauffourée n'éclate, Jean ramasse ses instruments et, sans un regard pour la foule hostile, quitte la place en direction de la maison de l'intendant, dans laquelle loge le greffier du conseil souverain et qui abrite aussi la prison et la cour de justice.